Bonjour, on va continuer la série des TD que nous avons commencé. Aujourd'hui, on va voir le quatrième TD. Je rappelle qu'il s'agit du module biologie des organismes végétaux et on va parler des adaptations. Bon, pour parler des adaptations, on va commencer tout d'abord par une présentation d'une définition simplifiée de ce que c'est que l'adaptation. On va voir que c'est jamais aussi simple qu'on le pense. Si je propose cette définition, l'adaptation est un ensemble de modifications morphologiques, anatomiques et ou physiologiques des plantes en réaction à l'action du milieu. Et ces modifications sont fixées génétiquement, c'est-à-dire qu'ils sont acquises définitivement et sont irréversibles. C'est une définition très simple. Mais derrière cette simplicité, il y a l'ambiguïté du vocabulaire et des mots. Quand on parle modification, ça donne l'impression que c'est l'organisme qui se modifie. Or, ce n'est pas du tout le cas. Les modifications se font de génération en génération. Ils sont acquises au cours donc, du déroulement du cycle de vie des plantes. C'est les choses que j'ai expliquées dans le premier TD sur la reproduction et l'intérêt de la reproduction sexuée, donc la diversité des formes, la génération des diversités des formes. Pour revenir à l'adaptation, des exemples simples, là j'en donne deux. L'adaptation, par exemple, du type de nutrition dans des milieux particuliers. Les plantes peuvent changer de type de nutrition. En principe, les plantes sont autotrophes, mais ils peuvent passer à des hétérotrophies partielles ou totales chez les plantes parasites ou par exemple les plantes carnivores. Ça, c'est un exemple d'adaptation du mode de nutrition à des milieux particuliers. L'adaptation peut se faire aussi en réponse à des facteurs environnementaux. Ça, c'est beaucoup plus simple à comprendre. On va, comme facteurs environnementaux, on peut prendre l'éclairement, des milieux donc à fort éclairement exposés ou des milieux plutôt à l'ombre. Donc, on va avoir des feuilles qui vont avoir des formes différentes en réponse, par exemple, à la salinité, à la sécheresse ou à la vie dans un milieu aquatique. Donc, voici des exemples simples des adaptations possibles en réponse, comme on l'a dit dans la définition, à des variations du facteur du milieu. Donc, j'ai insisté dans la définition d'adaptation sur le caractère irréversible des modifications. Ils sont fixés donc génétiquement. Pour cela, il faut faire la différenciation par rapport à des modifications qui seraient donc réversibles et par conséquent qui ne sont pas fixés génétiquement. Dans ce cas, on ne parle plus d'adaptation, on parle d'accommodation. L'accommodation est un terme relativement ancien. Actuellement, avec le développement de la génétique quantitative et la génétique évolutive, on utilise un langage un peu plus précis et on parle de plasticité phénotypique. J'explique. On a dit différentes formes. Un individu peut prendre soit une forme et une seule. Cette forme ou ce phénotype est donc non variable et chaque génotype est caractérisé par un phénotype. Ça, ce sont les adaptations. Donc, dans les adaptations,
les différentes formes observées correspondent à des génotypes différents, alors que dans les accommodations, les différents phénotypes correspondent au même génotype. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'un génotype peut s'exprimer par des phénotypes différents, phénotype 1, 2, 3, en fonction de la nature du milieu ou des facteurs environnementaux du milieu. C'est pour ça qu'on utilise le terme de plasticité phénotypique. Donc ceci est étudié en génétique quantitative et la plasticité, on l'étudie à travers l'interaction génotype-environnement. Vous aurez l'occasion au cours de votre cursus académique d'étudier ces aspects de la génétique quantitative. Donc, dans cet exemple ici, vous voyez des génotypes représentés par deux couleurs. Vous voyez, la couleur rouge représente un génotype qui s'exprime toujours par le même phénotype. Les phénotypes sont représentés par l'axe des abscisses en réponse aux variations de l'axe des ordonnées qui est l'environnement. Donc, dans différents environnements, le génotype ne varie pas, il reste le même. Alors que les génotypes 1 et 2 peuvent prendre des phénotypes différents. Donc, voyez, le long de l'axe des ordonnées, les variations phénotypiques. Donc, le génotype 3 ne représente pas de plasticité, alors que le génotype 1 et 2 ont une grande plasticité. Et donc, sa plasticité est supérieure à celle de 2. Une nuance, et donc, ce qui n'est pas héritable ou, disons, fixé, c'est les différents phénotypes, mais le caractère de pouvoir changer de phénotype, lui, il est fixé génétiquement. Et finalement, la plasticité représente en quelque sorte une autre forme d'adaptation. On va illustrer un peu mieux avec des exemples simples la différence entre les deux. On va donner un premier exemple, l'accommodation. L'exemple classique que vous allez trouver dans tous les ouvrages de botanique, c'est le nanisme. Le nanisme, donc, on va l'illustrer avec l'exemple d'une plante qui appartient à la famille des composés, peu importe le nom, Achillea millifolium, et c'est une plante, donc une espèce qui vit dans les plaines, et cette plante a la particularité de se présenter sous forme d'étouffe, qu'on peut donc, en éclatant ces touffes, c'est-à-dire en les divisant, obtenir d'autres, des petites touffes, donc faire de la multiplication végétative. Bon, j'explique. Une plante, un individu, on le divise, on peut obtenir plusieurs individus, par exemple, on va dire 6. 6 individus. Ces 6 individus ont été obtenus par un processus de multiplication végétative, c'est-à-dire génétiquement, c'est le même individu, c'est le même génotype. Alors on va réaliser une expérience très simple, on a dit 6 par exemple, comme je l'ai dit, comme ça pour simplifier les choses, si 6 plantes, on va les diviser en 2 lots. Chaque lot de 3 plantes. Donc, tous les individus sont identiques du point de vue génétique. C'est le même génotype. On va garder 3 en pleine. Donc, ils vont servir de témoins. Ils poussent dans les mêmes conditions que la plante ou mère d'origine. Puis, on va transporter les 3 autres en altitude, en montagne. Et on va
observer, après développement de ces individus, on va observer la morphologie des deux types. Alors, on va constater dans cette expérience qu'ils ne vont pas se ressembler du tout. Bon, il va y avoir quelque chose de très clair, bien visible, à travers la taille. Les plantes, donc témoins, qui sont restés sur les plaines, ont gardé une taille identique à la plante mère. Ils sont de grande taille. Alors que les plantes qu'on a transplantées en montagne ont alors des tailles beaucoup plus petites. Donc, et c'est pour ça qu'on va parler de nanisme. Donc, dans cette expérience, on illustre un peu ce que j'ai expliqué théoriquement avant, un génotype, deux phénotypes en fonction des conditions du milieu. Ici, le facteur du milieu qui varie, c'est l'altitude. Donc, il s'agit bien d'une accommodation, d'une forme de plasticité phénotypique. Donc, on peut voir à travers cette diapositive. En bleu, vous voyez la taille de la plante en plaine. En rouge, la taille de la plante en montagne. Donc, c'est indiscutable la différence des deux et vous comprenez très bien pourquoi on parle de nanisme. Les transformations vont au-delà de la taille et au niveau de des feuilles. Bien sûr, puisque la taille des feuilles change, leur anatomie aussi change. On voit que au niveau des montagnes, les poils sont plus grands, poils qui sont à la surface des épidermes foliaires, et que les feuilles sont relativement un peu plus épaisses. Bon, après cet exemple, on va montrer des exemples d'adaptation. Donc ici, il s'agit de modifications acquises et réversibles, et on va utiliser comme exemple d'adaptation les réponses par rapport à un facteur limitant pour les plantes, c'est l'eau. Donc, on va parler d'adaptation à la sécheresse, comment les plantes vont s'adapter à des milieux où l'eau constitue un facteur limitant. Bon, là, une petite introduction, c'est revenir sur la définition de ce qu'est un milieu sec. Donc, bon, ça paraît évident. Un milieu sec, c'est tout milieu où la teneur en eau dans le sol comme dans l'atmosphère est faible. Donc, et qui va constituer un facteur limitant pour la croissance et le développement de la plante. C'est un facteur climatique qui résulte donc d'un faible taux de précipitation et des températures relativement élevées qui vont engendrer une évapotranspiration importante. Donc ça, c'est intuitivement ce qu'on va comprendre d'un milieu sec, si on vous pose la question. Donc, la sécheresse peut prendre d'autres formes que la sécheresse climatique, telle que je viens de l'expliquer. C'est le cas, par exemple, dans des milieux particuliers, par exemple en altitude, sur les crêtes ou dans les habitats sur le littoral, où il y a des vents très forts, ils vont engendrer donc une autre forme de sécheresse parce qu'il va y avoir, avec l'effet des vents, une évapotranspiration importante.
qui va engendrer une autre forme de sécheresse. Bon, les physiologistes, eux, assimilent parfois les milieux salés comme des milieux où on peut parler d'une autre forme de sécheresse. On va parler de sécheresse physiologique. Bon, dans les développements que je vais faire par la suite, je vais me concentrer sur la présentation des adaptations par rapport à une sécheresse climatique, c'est-à-dire les milieux arides. Donc, dans les adaptations qui permettent aux plantes de vivre sur les milieux arides, on va trouver qu'il n'y a pas un seul mode d'adaptation, il n'y a pas un seul type de réponse chez les plantes. On peut utiliser aussi le terme de stratégie adaptative des plantes, mais qu'il y en a plusieurs. Je vais ici simplifier, les résumer en 3. La première stratégie est une stratégie qu'on peut qualifier de stratégie d'évitement. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'adaptation se fait au niveau du cycle de vie de la plante. Et là, je vous demande de revenir à ce qu'on a vu dans le chapitre 1 du cours sur les types biologiques. Dans les types biologiques, on a vu qu'il y a un type caractérisé par une durée courte du cycle de vie. Ce sont les plantes annuelles ou les thérophytes. Ça, c'est une stratégie. Au fait, la plante adapte son cycle de vie de façon à ce qu'il évite la période de sécheresse et donc il passe la partie de l'année où le milieu est sec et aride sous forme de graines de façon à reprendre le cycle quand les conditions seront plus favorables avec les précipitations, ils vont germer et engendrer donc une nouvelle génération. Donc ici c'est une stratégie où la plante donc évite la sécheresse par donc la disparition de l'appareil végétatif pendant la période donc critique de l'année. Ici, c'est la période sèche, c'est donc la période estivale où il n'y a pas de précipitations et où les températures sont élevées, donc une évapotranspiration forte. Donc ça, c'est un premier exemple de stratégie que j'ai qualifié de stratégie d'évitement. Il y a une autre stratégie qu'on trouve chez un groupe dont on a étudié les cycles de vie, chez les bryophytes. Si vous vous rappelez, on a présenté les bryophytes comme des plantes dont l'habitat et l'écologie est dépendant de l'humidité et de l'eau. Donc, les bryophytes avoir besoin de stratégies pour donc survivre au manque d'eau et au dessèchement. Et les bryophytes ont une stratégie particulière, unique, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle une réponse qu'on appelle la reviviscence. Qu'est-ce que ça veut dire reviviscence? C'est que quand le milieu devient sec, la plante se déshydrate et il va entrer dans une forme de vie ralentie. En apparence, il apparaît mort, mais en réalité, il est seulement en forme de vie ralentie avec un métabolisme donc minimal. Quand les conditions changent avec l'humidité, ils vont revivre. Revivre, c'est ce qui explique le terme de reviviscence. Revivre, c'est-à-dire ils vont reprendre un métabolisme
normales vont changer de couleur, revenir vertes et avoir une croissance et un développement normal. Pour ça, on les appelle, ou cette stratégie, on l'appelle une stratégie puikilohydre, c'est-à-dire que la plante ne régule pas le taux d'eau, mais au fait qu'il l'adapte en fonction de l'humidité du milieu extérieur. C'est une analogie par rapport à ce qu'on voit chez les animaux, en fonction de la température, les animaux à sang froid et les animaux à sang chaud. On parle d'animaux puikilothermes, donc qui vont changer de température comme les reptiles en fonction donc de la température ambiante. Donc c'est une stratégie très particulière et qui concerne un seul groupe, ce sont les bryophytes et spécialement les mousses. Alors les autres plantes, la majorité des plantes, eux, ils vont développer différents types d'adaptations au niveau de leur morphologie, de leur anatomie ou de leur physiologie pour arriver à vivre donc dans ces milieux arides et donc maintenir l'organisme et le cycle de vie. Ceci est possible à travers donc ces variations. Toutes ces variations, ils vont concourir à résoudre un problème qu'on peut résumer en deux termes. Le premier terme, c'est pour mieux résister, il faut avoir une capacité d'absorption maximale d'eau. Donc, il faut optimiser l'absorption d'eau. Et ça se passe au niveau du système racinaire. Et la deuxième partie du problème, c'est arriver à limiter les pertes d'eau par évapotranspiration. Donc, il faut avoir au niveau de l'appareil végétatif aérien toutes les adaptations morphologiques, par exemple réduire la taille anatomique, par exemple avoir des tissus spécifiques, donc ce qu'on peut appeler la sclérophilie, des tissus qui permettent donc aussi des tissus de réserve d'eau, on va le voir, ou des réponses physiologiques donc qui permettent de répondre à ce défi. Ces plantes, on les appelle des xérophytes, donc qui, au lieu d'éviter les variations du milieu, donc le manque d'eau, ils vont au contraire l'affronter. Donc chez les plantes xérophytes, on peut parler de deux stratégies différentes, mais qui parfois peuvent se retrouver chez la même espèce. Première stratégie, la sclérophilie, qui se fait à travers donc la résolution de double contrainte, c'est-à-dire optimiser, comme je viens de l'expliquer, la capacité d'absorption d'eau et limiter les pertes d'eau. C'est ça la sclérophilie, ça se fait à travers des modifications morphologiques, anatomiques et physiologiques. Il y a une autre stratégie possible, c'est développer des tissus particuliers et aussi une anatomie particulière permettant de stocker l'eau. Dans le premier cas, on a parlé de sclérophilie. Dans le deuxième cas, on a parlé de succulence. L'optimisation de la capacité d'absorption d'eau, comment il peut se faire? Bon, on a dit que l'absorption, c'est un organe, c'est les racines.
et cela se fait à travers les deux types racinaires. Soit des racines qui vont avoir ce qu'on va appeler des racines adventives, mais avec une croissance importante, qui peuvent avoir des longueurs de plusieurs dizaines de mètres, c'est-à-dire qu'ils vont chercher l'eau profondément et être en contact avec la nappe phréatique pour assurer l'alimentation optimale en eau. Il y a une autre stratégie. Au lieu de développer des racines adventives profondes et longues, on va développer un système racinaire superficiel, très ramifié, donc qui va avoir une croissance plus horizontale et qui est plus adapté pour capter et absorber une eau de surface. Donc, ce sont deux stratégies différentes qui vont correspondre en réponse à la disponibilité ou la forme de disponibilité de l'eau dans le milieu. Une eau profonde au niveau d'une nappe, pas de nappe, mais une eau qui se trouve donc au niveau superficiel, et souvent c'est le cas pour un apport en eau temporaire. La limitation, il se fait à travers les surfaces exposées donc à la température, à la chaleur. Ces surfaces sont surtout les surfaces foliaires, et au niveau des surfaces foliaires, on va avoir une pléthore, un grand nombre d'adaptations, de modifications qui vont permettre de réduire l'évapotranspiration. Ces modifications, ces adaptations vont prendre différentes formes et toucher différentes parties ou tissus de la feuille. Bon, intuitivement, et en partant de l'hypothèse que l'évapotranspiration est corrélée déjà avec la surface des feuilles, l'une des réponses qui paraît évidente, c'est la réduction des surfaces foliaires. Et la réduction peut se faire donc de différentes manières. Donc, par des feuilles, réduire la taille des feuilles. Donc, les feuilles peuvent prendre des formes très réduites et donc se présenter sous forme d'écailles seulement protectrices. C'est le cas par exemple pour les feuilles qui protègent les organes de croissance, les bourgeons, mais aussi pour les autres feuilles qu'on va trouver sur l'appareil végétatif. Il y a le mécanisme connu et spectaculaire pour l'Oya, l'Ammophila rhinarium, qu'on trouve donc sur l'écosystème dunaire. C'est permettre le repliement des feuilles qui permet, donc on voit ici les deux types de feuilles, la même feuille ouverte quand les conditions ne sont pas stressantes, qu'en présence de stress, il se referme. Et la réduction extrême, c'est la sclérification extrême. Les feuilles sont réduites à des épines. On peut avoir aussi la protection des stomates, qui sont les organes responsables donc de la transpiration. Et ces organes vont être protégés soit en étant enfouis à l'intérieur de chambres, comme c'est le cas chez les feuilles de conifères de type pin, chambres systématiques, où ils sont protégés par des poils, ou encore ils sont protégés en étant disposés plus sur les surfaces inférieures des feuilles que sur les surfaces supérieures. Donc ça, c'est la réduction des surfaces. Il y a un deuxième mécanisme possible, c'est limiter donc les pertes d'eau à travers
la résistance des interfaces. Les interfaces, c'est quoi? C'est l'épiderme qui constitue l'interface entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Et cette résistance peut se faire de deux façons. Tout d'abord par une cuticule plus épaisse, mais aussi par avoir un épiderme doublé d'un hypoderme, comme par exemple chez les conifères, ou encore avoir directement sous l'épiderme des tissus sclérifiés au lieu d'avoir un parenchyme. Donc, deuxième possibilité qu'on a vue, ce sont la succulence et les plantes grasses. Et ça, c'est facile à comprendre. Donc, ici, la plante réagit ou s'adapte par la mise en réserve de grandes quantités d'eau, et ceci grâce à un tissu particulier, c'est le parenchyme aquifère. Dans ce parenchyme, les cellules ont une pression osmotique faible et l'eau est retenue grâce à la présence de polysaccharides à poids moléculaire élevé. Vous voyez l'exemple ici d'une cactacée géante, et les calculs ou les estimations montrent qu'il peut mettre en réserve jusqu'à 3000 litres d'eau. C'est vraiment spectaculaire. Vous pouvez voir d'autres exemples que vous connaissez, sont les cactacées ou les euphorbiacées. Ici, je vous montre des exemples d'euphorbiacées, des euphorbes cactiformes, donc caractéristiques de la flore macaronésienne marocaine. Exemple ici, l'Euphorbia boehmeriana ou l'Euphorbia equinus. Puis il y a la sclérophilie réellement, donc comme l'exemple c'est un exemple courant chez les plantes méditerranéennes, c'est le cas des chênes par exemple. Et pour cela, donc, la stratégie de la sclérophilie, je l'ai expliqué à travers la limitation de l'évapotranspiration à travers les différents types d'adaptation dont on a parlé, essentiellement autour des feuilles. En résumé, les sclérophytes vont être caractérisés donc par un épiderme à cuticule épaisse. On a vu l'exemple de lapin. L'existence d'un hypoderme donc qui double l'épiderme, c'est le cas chez les pins ou les conifères. Faible densité des stomates et qui vont être sur la face inférieure ou cachés par des dispositifs particuliers comme c'est le cas chez le laurier rose. Le revêtement de poils, les faisceaux vasculaires vont être protégés par des gaines. Il y aura plus de tissus sclérifiés et moins de parenchyme, et donc une pression osmotique élevée du suc vacuolaire qui va permettre de retenir de l'eau. Voilà donc ici en résumé sur des coupes anatomiques. Vous voyez ici une coupe anatomique au niveau d'une aiguille de pin. Vous voyez donc ici l'hypoderme, l'épiderme et le stomate ici qui n'est pas à la surface, qui est enfoui dans une cavité sous-stomatique. Vous voyez ici une coupe du laurier rose. Et vous voyez que les stomates sont disposés sur la face inférieure dans des cryptes et protégés dans des cavités, protégés par des poils. Et là, l'exemple que j'ai déjà expliqué de l'oya qui peut changer de forme, donc ouverte à fermée, en fonction de l'humidité du milieu extérieur. Donc, avec ça, j'ai terminé d'une manière rapide l'exemple d'adaptation au milieu sec. Ouais. Et là, vous avez donc un résumé de ce que j'ai expliqué comme mécanisme aux réponses possibles. J'espère que cela a été clair.